Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 11h, 19h, Sud Info Loisirs sur Fréquence Évasion, l'actualité culturelle du Grand Sud. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Languedoc-Roussillon. Eh bien aujourd'hui nous allons découvrir Beaucaire dans le Gard en compagnie de Madame Morin qui est attachée culturelle pour l'Office de tourisme. Madame Morin, bonjour. Bonjour. Nous savons que Beaucaire se trouve dans le Gard, mais nous allons situer la ville de Beaucaire plus précisément par rapport aux grands pôles qui nous environnent pour les gens qui viendraient pour la première fois dans notre région. On a coutume de dire que Beaucaire se situe dans un triangle dont les trois pointes sont formées par de grandes villes touristiques telles Avignon, en Vaucluse, Nîmes dans le Gard et Arles dans les Bouches-du-Rhône. De ces trois villes, Beaucaire est situé à peu près à une vingtaine, voire 25 km. Et ensuite, on se situe à égale distance entre Marseille et Montpellier, à peu près 70 km. Une question historique, qui a créé Beaucaire ? Est-ce que vous pourriez nous parler de la création de cette ville ? En fait, depuis l'Antiquité, on reconnaît que Beaucaire est situé à un carrefour de routes fluviales et terrestres. Donc elle est tout à côté du Rhône, dans une zone du Rhône où le Rhône est moins rapide et donc plus navigable. Les bateaux arrivent de Méditerranée et peuvent remonter le Rhône donc au moins jusqu'ici, puis jusqu'à Arles. Et puis aussi Beaucaire avec Tarascon est situé au carrefour de voies terrestres très anciennes. À l'époque grecque, c'était la route de l'Étain, et puis après ces voies ont été reprises au moment de la conquête romaine. Donc on a à Beaucaire le départ de la voie domitienne qui permettait dans un premier temps aux troupes romaines de regagner l'Italie donc depuis la Gaule, et puis de l'autre côté du Rhône on enchaîne cette voie domitienne enchaîne avec la voie aurélienne qui mène jusqu'en Espagne. Comme dans beaucoup d'endroits, les Celtes sont passés par Beaucaire. En fait, ce sont des Celto-Ligures. Mais en fait, c'est une dénomination qui est très vague, puisqu'on n'arrive pas trop à déterminer quelles étaient les peuplades exactes. On sait que ce sont des tribus qui sont installées depuis au moins à Beaucaire, depuis au moins 700 avant notre ère, puisqu'on a retrouvé des traces d'habitat en bois, torchis, etc. Donc quelque chose de très temporaire, mais il y a un habitat qui est situé donc sur les hauteurs de la ville, là où il y a actuellement le château en fait, depuis au moins 700 avant notre ère. Mais ce qui n'empêche que dans les environs proches de la ville, on a retrouvé des traces beaucoup plus anciennes qui remontent à au moins 40 000 ans de nous, des traces de l'époque préhistorique. En fait, donc la ville est connue sous le nom d'Ugernum. On sait que c'était le port de la cité de Nîmes, donc sous l'occupation romaine. Ensuite, bien sûr, comme beaucoup de villes du Midi, Beaucaire va subir les invasions diverses. Et on revoit réapparaître Beaucaire sous le toponyme de Belcaire en 1067, avec donc à l'époque où Beaucaire et son territoire appartiennent au comte de Toulouse. Donc Beaucaire va appartenir à ces comtes jusqu'au traité de Mauparis en 1229. Puis donc rejoindre les terres du roi de France. Et ensuite, donc, la ville va subir bien sûr la guerre de Cent Ans. Elle va redresser à ce moment-là ses remparts, donc au milieu du XIVe siècle. Et puis la période va s'apaiser, et là il va y avoir une renaissance de la ville, et notamment l'apparition d'une foire, la foire de la Madeleine en 1464, qui va amener à la ville une richesse architecturale extraordinaire, puisque cette richesse architecturale-là lui a valu le label Ville d'Art et d'Histoire donc en décembre 2000. Cette foire, si elle a une importance régionale au XVIe siècle, en l'occurrence au XVIIe et au XVIIIe siècle, elle atteint une renommée européenne. C'est vraiment quelque chose qui attire jusqu'à 60 000 visiteurs par jour au mois de juillet. C'est vraiment une plaque tournante où on peut venir se fournir en tout un tas de matériel, de matières premières, et où on peut écouler les marchandises produites dans le restant de l'année. Ensuite, cette foire, elle va péricliter.
avec l'apparition du chemin de fer vers 1850. Et pour le reste de l'histoire, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a jusque donc à la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Là, donc, il va y avoir des dommages. La ville s'éteint. Et puis, à partir de des années 70, le centre ancien qui nous permet d'avoir beaucoup de public aujourd'hui, une fréquentation touristique importante. Ce centre ancien donc est abandonné et va être remis en valeur à partir des années 1983-1984. Comme chaque ville, Beaucaire a un blason. Quelle est la signification de ce blason ? Vraisemblablement, selon les historiens locaux, le blason de la ville, qui est un écusson rouge et or, serait rapporté à l'histoire bien particulière de la ville. Donc le rouge d'abord par rapport à la fidélité au roi, puisque dans l'histoire de Beaucaire, la population beaucairoise s'est souvent distinguée par sa fidélité au royaume de France. Et la couleur jaune serait pour rappeler la richesse apportée par la foire de la Madeleine dont je vous ai parlé et qui a apporté à Beaucaire son patrimoine. Alors il y a des monuments, un château à visiter à Beaucaire, il y a aussi ce canal du Rhône. En fait, ce canal du Rhône a une longue histoire. Il a ses origines, on peut dire, dans le XVIIe siècle, à une époque où les famines sont vraiment la hantise des grandes villes et il y a des difficultés d'approvisionnement en nourriture et en matières diverses. Et donc, à partir du règne du ministre Colbert, il va y avoir une volonté de refaire des routes et notamment de faire des canaux pour faciliter ces approvisionnements. Et donc, ce canal prend son origine dans cette volonté politique-là. Alors, la portion qui arrive à Beaucaire, donc la portion Aigues-Mortes-Beaucaire, a été construite entre 1804 et 1811. Et l'écluse ensuite qui a permis la mise en fonction du canal est une écluse qui est faite en 1811 et qui va permettre donc l'acheminement des marchandises depuis le port de Sète notamment jusque vers l'intérieur des terres grâce à ce réseau de canaux. Alors il y a également une église, une abbaye troglodyte. Alors est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions? Que veut dire troglodyte? Troglodyte, c'est une abbaye donc, qui a été construite dans le rocher. Effectivement, ce que l'on peut en voir aujourd'hui, cette abbaye, c'est toute une série d'aménagements, de structures liées à la vie de l'abbaye qui ont été creusées à même le rocher. Donc on a une salle capitulaire, on a toute une série de petites cellules pour les ermites, on a des silos, des réserves de grains qui sont également creusées dans le rocher, et sur la plateforme supérieure, on a la zone funéraire avec des sarcophages qui sont également creusés dans le rocher. On a depuis cette plateforme d'ailleurs une très belle vue sur le Rhône, et c'est vraiment un site à visiter. Donc cette abbaye, elle va être occupée juste par les moines jusqu'à peu près au milieu du XVe siècle, et ensuite là, un château va s'installer au-dessus. Quels sont les autres centres attractifs que les touristes peuvent découvrir quand ils viennent ici à Beaucaire ? Alors, au niveau donc, sur le pourtour de Beaucaire, on a plusieurs sites à visiter effectivement. Donc l'abbaye de Saint-Romain en premier lieu. Ensuite, il y a le mas gallo-romain des Tourelles sur la route de Bellegarde. C'est un mas qui s'est implanté sur une ancienne villa gallo-romaine où on produisait du vin et les amphores pour le transport vers l'extérieur. Et ce mas donc s'est installé là. Ce sont des producteurs viticoles également qui se sont intéressés à l'histoire du site, qui organisent des fouilles pour mieux connaître l'histoire de la villa, son fonctionnement. Et surtout, ce sont des personnes qui ont eu la volonté de reconstituer des vins comme on les buvait à l'époque romaine, à l'époque donc de la vie de la villa. Et on peut y déguster effectivement aujourd'hui du mulsum, du vin mielé et autres breuvages de cette période, puisqu'en fait, le monsieur Durand s'est associé avec des chercheurs du CNRS pour recréer des recettes anciennes, antiques. Ensuite, on a le Vieux Mas sur la route de Fourques. Là, c'est une ferme où on peut découvrir un petit peu la vie de cette ferme au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Alors, donc, les gérants vous reçoivent en costume d'époque avec toute l'ambiance de la vie de l'époque, l'ancienne classe d'école et tous
tous les métiers, tous les savoir-faire liés à la vie de la ferme. Ensuite, sur la colline du château, nous avons un musée d'archéologie, d'art et tradition populaire, donc qui renferme tous les vestiges découverts sur le territoire de Beaucaire, ainsi qu'une collection donc de mobilier typique d'une habitation commune de la fin du 19e siècle. Le musée d'Audet, qui est donc un musée où sont présentées des diligences, une collection de diligences, ainsi que une reconstitution sous la forme d'une crèche des différents épisodes des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. On a la galerie d'art qui présente tous les mois presque une exposition différente d'un artiste contemporain. On a également dans l'enceinte du château, une volerie d'aigles, donc un spectacle d'aigles en vol libre depuis le mois de mars jusqu'à peu près au mois de novembre. Et j'en oublie encore certainement beaucoup. Et on va bientôt inaugurer un petit train touristique qui promènera nos visiteurs d'une rive à l'autre du Rhône, donc depuis le centre ancien de Beaucaire jusque dans la vieille ville de Tarascon. Nous avons près de nous Madame Rivas, qui est directrice de l'office, qui va nous dire quelques mots sur le fonctionnement de cet office de tourisme de Beaucaire. Bien, nous sommes une équipe de 3 à 7 personnes suivant la saison, 3 personnes en basse saison et jusqu'à 7 en comptant les stagiaires, le personnel saisonnier en période estivale. Mais chacune, bien sûr, des personnes qui occupent les différents postes de l'office de tourisme a une mission particulière qui va effectivement de la mission d'accueil et d'information traditionnelle dans un office de tourisme à la partie promotion, relations presse bien sûr, également la commercialisation de produits touristiques à destination des groupes et des individuels, également le classement et la labellisation des meublés saisonniers, en passant par la gestion des festivités, en assurant toute leur promotion sur le tissu économique local et régional. Bien, comme a dit Marie-Pierre Morin tout à l'heure, Beaucaire a été labellisée Ville d'art et d'histoire en décembre 2000 par le ministère de la Culture. Elle est également classée au sein de l'archipel des métiers d'art puisqu'elle a développé en son centre ancien un pôle d'artisanat d'art. Elle est également, elle fait partie du réseau des plus beaux détours de France. Je crois qu'on montre par cette multitude de labels et de critères de qualité l'offre touristique locale, tant au niveau touristique, bien sûr, qu'au niveau culturel. Quelles sont les possibilités qui sont offertes aux touristes pour faire découvrir Beaucaire et ses environs et son patrimoine ? Bien, à destination de public qui est à distance, que l'on va rencontrer au niveau des salons de tourisme par exemple, nous avons constitué des formules de week-end pour les individuels, où on leur propose justement de venir avec un hébergement et une restauration qui est pré-réservée par l'Office du tourisme, qui s'occupe donc de l'organisation logistique de ce séjour. Des week-ends à thème ou des courts séjours, tout dépend de la demande de nos visiteurs, au cours desquels nous proposons d'allier une découverte de Beaucaire à travers une visite du centre ancien, une visite guidée traditionnelle. Et nous y joignons des formules de stages d'initiation à l'artisanat, par exemple, puisque nous avons des artisans d'art qui sont donc installés en centre ancien, qui peuvent vous faire de la dorure sur cadre, de la gravure sur verre, de la restauration de meubles, de la peinture sur encadrement ou sur meubles, de la poterie. L'offre est vraiment très très large. J'oublie également les stages d'initiation au vitrail, qui sont des activités très très intéressantes à Beaucaire. On peut passer à des activités un peu plus ludiques comme un safari en 4x4 en Camargue par exemple. On offre aussi la possibilité à nos visiteurs d'aller à la découverte des marchés colorés d'Uzès le samedi matin, de Saint-Rémy-de-Provence ou d'Arles. En fait, on se sert de toute l'offre touristique locale, qu'elle soit beaucairoise ou à une trentaine de kilomètres autour de Beaucaire, pour proposer des formules avec des hébergements différents ou en hôtellerie traditionnelle. Nous avons des hôtels Logis de France à Beaucaire ou en chambre d'hôte par exemple. Il y a également le vendredi les bokeh de Beaucaire. Alors les bokeh du vendredi sont effectivement une animation estivale tous les vendredis d'été à partir de 17h. Ça commence le 5 juillet par une très belle inauguration où effectivement on lancera l'inauguration officielle du petit train touristique entre Beaucaire et Tarascon en présence de la confrérie des consuls de Nîmes.
Et à cette occasion, nous avons effectivement une cinquantaine d'exposants dans la rubrique artisanat, terroir qui seront présents. Également une vingtaine de peintres, de potiers ou de différents types de producteurs locaux. Avec des animations différentes chaque vendredi, des ambiances, des thématiques différentes chaque vendredi, pour justement inciter notre public à nous visiter régulièrement. Nous avons dans cet esprit-là des animations théâtrales sur lesquelles nous avons vraiment envie d'insister, parce que nous sommes attachés les services de la compagnie de la troupe L'Écharpe Blanche, qui est une troupe très dynamique de Montpellier, qui va nous faire des spectacles gratuits en plein air sur les différentes places du centre ancien les vendredis, avec des représentations de Molière, adaptées en tout cas. Nous espérons dynamiser les bokehs du vendredi pour en faire un espace où on se sent bien, en plein air. C'est le soir, il fait chaud, on est sur les bords du port de Plaisance et on a envie effectivement de donner une ambiance beaucoup plus culturelle et pourquoi pas dans l'esprit de la Lingua Nostra. Qu'est-ce que vous offrez aux touristes qui viennent découvrir Beaucaire en capacité d'hébergement? Alors, il n'y a pas d'études précises qui aient été réalisées quant aux nuitées. Par contre, je peux vous dire qu'effectivement, nous avons une centaine de chambres en hôtellerie traditionnelle. Mais en dehors de ces hôtels, donc Logis de France, grosso modo 3 fois 30 chambres dans les principaux hôtels beaucairois, nous avons une très large offre en meublés saisonniers agréés Clé Vacances. Donc ils ont été contrôlés et labellisés par les services préfectoraux. Nous avons également des gîtes de France et nous avons un très fort développement d'une part de la demande et d'autre part de l'offre en chambre d'hôtes de charme. Ça constitue un hébergement différent, en contact avec l'habitant, où on peut effectivement leur poser des questions et puis s'échanger au niveau des déjeuners qui sont pris des petits déjeuners qui sont pris en commun sous les tonnelles ou le long des piscines pour certains, dans des cadres vraiment exceptionnels de masses provençaux très très jolis. Et quelque chose qui s'est développé cette année avec la nouvelle dynamique mise en place par la ville pour la restauration de son centre ancien, c'est de l'habitat haut de gamme, loué à la semaine dans des hôtels particuliers. C'est quelque chose qui s'est développé à Beaucaire depuis peu. Alors, est-ce que vous auriez des projets ici à l'Office de tourisme de Beaucaire, ou est-ce que vous voudriez revenir sur l'un des sujets que nous venons de traiter ensemble? Eh bien, je vais effectivement revenir dans un premier temps sur les bokehs du vendredi, puisque notre volonté, c'est de faire venir aussi à Beaucaire un touriste qui est déjà sur place, faire en sorte que les familles viennent jusqu'à nous. Et dans cet esprit, 4 des 9 vendredis d'été, nous avons fait des animations spécialement pour les enfants. Alors, avec 2 types de prestations qui seront proposées. D'une part, des animations très très ludiques et joyeuses, on va dire, des structures gonflables où on peut un petit peu se défouler sur des trampolines ou des choses comme ça. Ça, c'est la partie ludique. Et d'un autre côté, des clowns, des maquilleuses grimeuses, des marionnettes. Et toujours dans cet esprit culturel, nous avons la tâche d'une troupe de Palavas qui s'appelle le Petit Théâtre de la Mer, qui va nous faire un spectacle à Liette et Bartholomé, tout ça en public et gratuitement sur les quais du port de Plaisance. Ça, c'est pour la partie animation temporelle. Les grands axes de développement touristique pour Beaucaire sont effectivement axés sur le centre ancien sauvegardé, le développement des stages d'initiation à l'artisanat réalisés par nos artisans d'art locaux, que je félicite vraiment parce qu'ils ont une dynamique vraiment à relever. Et puisque ce qui me paraît aujourd'hui le plus important pour Beaucaire, c'est d'avoir une écluse entre le canal du Rhône à 7 dont nous avons parlé pour le développement du tourisme fluvial à Beaucaire, donc entre ce canal et le Rhône. Puisque aujourd'hui, la navigation de tourisme de Plaisance se fait à une lenteur qui va entre 8 et 10 km/h. Il faut environ 6 heures pour rejoindre Aigues-Mortes. Mais pour rejoindre Avignon, il faut environ 8 heures, ce qui paraît aberrant, dans la mesure où on a 20 km seulement qui nous séparent. Et par voie d'eau, il doit y en avoir 18 maximum. Mais actuellement, pour rejoindre Beaucaire à Avignon, il faut descendre à Saint-Gilles, prendre l'écluse, remonter le Petit Rhône jusqu'à Arles et ensuite le Grand Rhône d'Arles jusqu'à Avignon. Donc on a vraiment envie d'inciter nos pouvoirs publics à déclencher cette écluse, à faire en sorte qu'elle soit ouverte pour désenclaver Beaucaire.
Notre émission se termine. Est-ce que vous avez un message à transmettre à nos auditeurs pour justement les inciter à venir découvrir Beaucaire pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr? Mais je leur dirais que Beaucaire est une ville formidable, où il fait bon vivre, où on a un port de plaisance, on a vraiment l'impression de se sentir en bord de mer, tout en ayant l'attrait de ce port de tourisme fluvial en plein cœur de ville, en plein cœur d'une cité, d'un centre sauvegardé vraiment très très riche, avec des restaurants très sympathiques, du gastronomique, mais avec des budgets qui ne sont pas excessifs. On peut manger sur le port de plaisance des paillades de poissons de Méditerranée, on peut manger des coquillages, et vraiment on a envie d'inviter tous nos visiteurs à nous rejoindre. Eh bien, merci à toutes les deux d'avoir répondu si gentiment à nos questions. Nous viendrons souvent vous rendre visite ici à Beaucaire et nous incitons les auditeurs à en faire autant. Au revoir. Avec plaisir, au revoir. Vous êtes sur Fréquence Évasion, ne changez rien. À une prochaine fois, Beaucaire dans le Gard, un peu partout dans le Grand Sud. Fréquence Évasion.